Namasté Julien. Namasté Karine. Voilà un bien joli geste. Je suppose qu'il a un sens particulier. Tu pourrais nous dire? Oui. Namasté vient du sanskrit. Namas, thé. Namas, c'est je m'incline avec respect. Thé devant toi. Et en fait, je dirais que c'est l'être profond, divin, sacré, qui reconnaît l'identique en toi et qui s'incline devant par respect au toi, cet autre qui est le même. C'est magnifique. Tous les Indiens se saluent comme ça. Non, pas tous les Indiens, les hindous. Indiens, hindous, quelle différence? Indiens comme les Français, les habitants de la France, Indiens les habitants de l'Inde, et les hindous sont les pratiquants de l'hindouisme, une des religions de l'Inde. Oui, tu dis une des religions de l'Inde, il y a aussi beaucoup de communautés en Inde, pardon. Et comment ces différentes communautés cohabitent-elles entre elles, en particulier les castes? On entend beaucoup parler de castes en Inde. Alors déjà, il y a plusieurs religions en Inde, juste pour en nommer quelques-unes. Une majorité d'hindous, une grosse communauté musulmane, une des plus importantes de l'Inde, des Jains, c'est une branche de l'hindouisme. Gandhi, que l'on connaît bien, était Jain, très respectueux de la nature. Les Jains balaient devant eux pour ne pas risquer, en marchant, d'écraser des insectes et se bandent même la bouche, pareil, pour ne pas risquer d'avaler des petits insectes. Bon, ce sont des détails, bien sûr, que la religion est plus complexe que cela. Ils sont souvent habillés tout en blanc. Il y a aussi des chrétiens, des bouddhistes, des juifs, d'autres religions sans doute, des populations animistes, pratiquant des formes de chamanisme, des syncrétismes aussi. Voilà, beaucoup de communautés donc religieuses. Et ta seconde question concernait les castes. Savoir comment toutes ces castes, toutes ces communautés cohabitent entre elles. Est-ce qu'il y a des tensions intercommunautaires? Alors, l'Inde, le pays que nous connaissons aujourd'hui, repose sur la constitution élaborée par Gandhi. Et cette constitution est magnifique puisque elle dit que l'Inde est le pays de toutes les religions. Une espèce d'œcuménisme formidable. Toutes les religions ont droit de citer. Et en tant que tel, ce projet extraordinaire et correspond, je pense, vraiment à la philosophie profonde de tolérance et de respect du jaïnisme, de l'hindouisme. Sauf malheureusement que dans la réalité, eh bien, à l'indépendance de l'Inde, très vite, suite à la décolonisation britannique, il y a eu la partition, avec un exode massif des musulmans vers le Pakistan, vers le Bangladesh, dans le sens inverse des hindous de ces pays-là vers l'Inde, et que tout ça a eu lieu dans un bain de sang terrible. Il y a eu des massacres monstrueux, et qu'il y a des tensions, par exemple celles que j'évoque, entre musulmans et hindous, qui existent toujours. Les problèmes aujourd'hui autour de la mosquée d'Ayodhya et les massacres qu'il y a eu il y a 5 ans à peu près perdurent. Je me souviens que lors de mon tout premier voyage en Inde en 93, il y avait eu les émeutes de Bombay quelques mois auparavant, en 92. Et voilà, l'Inde est un pays de contraste parce que oui, il y a le respect, oui, il y a la tolérance, il y a une ouverture d'esprit formidable, écrite noir sur blanc sur la Constitution, et en même temps,
il y a beaucoup d'affrontements, il y a beaucoup de difficultés. Les chrétiens sont la visée depuis quelques années de certains groupuscules hindous extrémistes, et pas que les chrétiens, d'autres communautés religieuses. Et on ne peut pas dire que dans les faits, l'Inde soit un pays complètement pacifique. Et il existe aussi des tensions entre les castes, non? Oui, alors déjà, il y a les castes. Mais les castes existent dans l'hindouisme. L'hindouisme, en gros, et pour faire simple, prévoit 4 castes. Haute caste des brahmanes, autrefois qui étaient les gens lettrés, qui avaient accès à l'instruction et qui étaient les détenteurs de la doctrine, du dharma, des enseignements de la religion. Ensuite, la caste des kshatriyas, les guerriers qui protégeaient le royaume. La caste des artisans et des commerçants. Et la caste des intouchables. À quelque chose près, c'est cela. Je ne suis peut-être pas tout à fait exacte dans les détails. Mais en fait, les hindous, entre eux, se reconnaissent par tout un système de sous-castes, à la fois par leur nom, qui tout de suite signifie qu'ils appartiennent à telle sous-caste, avec des connotations aussi locales, géographiques, les noms varient d'un état à l'autre. Et bref, il existe au sein de chaque sous-caste, là où elle se trouve, une très grande solidarité, voilà, communautaire. Les hindous vivent d'abord au sein d'une famille et d'une caste ou d'une sous-caste, je dirais presque avant d'être des individus. Et pourquoi tu as choisi l'Inde, Karine, ou les Indes, comme on disait autrefois? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce pays, ou ce continent, ou ce sous-continent pour... C'est parce qu'on l'appelle bien un sous-continent indien. Oui, je pense que je ne suis pas sûre et je ne suis pas allée vérifier dans les livres ni sur Internet, mais sans doute que l'appellation sous la colonisation britannique, les Indes au pluriel, provient du fait que lorsque les Anglais ont débarqué en Inde, ils ont eu affaire à une multitude de petits royaumes, petits et grands royaumes. Et voilà, les Indes au pluriel reflètent bien cette diversité culturelle au sein d'un lieu géographique qui finalement n'était pas délimité tel qu'il existe aujourd'hui. Et l'Inde telle qu'elle existe aujourd'hui provient de l'agglomérat et de la fédération de plein de royaumes devenus des États. Et aujourd'hui, cette multiplicité, cette diversité perdure dans l'État indien au singulier, grand comme un sous-continent. J'aimerais que nous ce qui t'a attiré là-bas personnellement. Ce qui m'a attiré, d'où vient cette passion que tu as pour l'Inde depuis, je sais pas, 17 ans, 18 ans? Oui. J'ai beaucoup entendu parler de l'Orient et de l'Inde déjà à la maison quand j'étais petite. C'était un pays qui fascinait ma maman, donc je suis allée à des conférences et je crois que j'ai dû être assez poreuse et perméable à sa passion du voyage en général. Et puis plus tard, j'ai rencontré des voyageurs. Moi-même, je me suis mise à voyager dans le monde avec mon sac à dos. Et puis voilà, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Et à un moment donné, dans mon parcours, après mes études, j'ai senti un appel pour, je dirais, conjuguer à la fois l'histoire de l'art avec, je vais dire, vraiment un intérêt pour les religions, mais surtout les religions qui ne sont pas des religions d'ailleurs, mais le chamanisme, l'animisme et ces croyances et cette manière de se relier à l'univers, à la nature. Et donc, je suis allée d'abord au Mexique, vivre chez un peuple qui s'appelle les Huichol. J'ai collectionné leurs œuvres d'art. Et ensuite, j'ai eu envie de faire la même chose en Inde. Et donc, je suis partie en Inde les premières fois pour collectionner des peintures
à cheval entre tradition et modernité, et vraiment la rencontre qui exprime, voilà, la rencontre de ces visions, modes de vie, manière de se relier au monde dans des communautés animistes, peintes par des artistes utilisant des supports que sont la toile, le papier, le stylo, la bouse de vache même, mais pour en quelque sorte transposer. C'est sacré, la bouse de vache. Oui, transposer leur peinture traditionnelle sur des supports plus mobiles. Voilà. Et c'est ça qui m'a attirée en Inde. À l'époque, je dirais que l'hindouisme et tout un tas de choses spécifiques à l'Inde ne me passionnaient pas. C'était vraiment toute cette marge de l'Inde tribale. Et puis au bout de quelques années, je suis sortie des jungles, des forêts, des plaines un peu reculées, et je me suis intéressée davantage au mainstream, on va dire. En Inde, on nous dit souvent que tout est donné à voir. C'est un pays de contraste, un pays de réalisme. Est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux exemples pour illustrer ce réalisme en Inde? Beaucoup de gens reviennent choqués de ce qu'ils ont vu, passionnés bien sûr, bouleversés mais aussi choqués parfois par les différences. Choqués et émerveillés à la fois. Émerveillés à la fois. Pour moi, l'Inde, c'est le pays des contrastes. Dès qu'on arrive à l'aéroport et qu'on prend un rickshaw ou un taxi, ça y est, on est dans l'ambiance. Le plus brinque-ballant qui côtoie le plus sublime, c'est ces femmes habillées dans des saris de toutes les couleurs, qui ont des pores de princesse. Certaines d'ailleurs le sont, mais elles côtoient aussi des mendiantes, des femmes, des hommes, des individus qui vivent dans une extrême précarité dans la rue, mais qui côtoient, voilà, à quelques encablures, des fortunes colossales, bien cachées derrière de hautes murailles. L'Inde, c'est aussi le pays où on fait un pas et tout à coup ce sont des odeurs sublimes d'encens, de jasmin, et le pas suivant, on est peut-être près d'un dépotoir, d'une déchetterie à ciel ouvert. Voilà, des palais en décrépitude sublime, par exemple au Rajasthan, et des taudis, le plus grand taudis du monde qui s'appelle Dharavi à Bombay. Tout est donné à voir parce que l'Inde se vit beaucoup dehors et que beaucoup de choses se voient, sauf peut-être l'extrême richesse. Mais tout se donne, oui, beaucoup à voir. Les gens pauvres vivent dans la rue, meurent parfois dans la rue. De toute façon, tout le monde finit par mourir dehors, à ciel ouvert, en étant brûlé, les crémations, en tout cas chez les hindous, contrairement à nous qui enterrons nos morts. Et oui, on voit beaucoup de choses en se promenant. Et tu peux nous dire, Karine, qu'est-ce que tous ces voyages ont profondément remis en question, changé chez toi? Vaste question. Tellement de choses par rapport à mes croyances, par rapport à mes habitudes. J'ai appris en Inde à manger avec les doigts, puisque dans les villages, il n'y a pas de couvert et on s'assied par terre pour manger. Ne pas confondre la main droite avec la main gauche, parce que la main gauche, c'est pour les ablutions aux toilettes. J'ai appris en fait à être très vigilante, à beaucoup observer pour essayer de ne pas faire en quelque sorte d'erreur, de ne pas choquer, d'essayer de jouer un peu à l'ethnologue pour m'adapter. J'ai découvert la musique classique indienne qui m'a énormément émue. J'ai assisté à beaucoup de festivals
de musique classique. À l'époque où je collectionnais les peintures, j'ai vécu chez différentes populations dites tribales, animistes. Il n'y a pas longtemps encore, je suis allée au Nagaland chez des gens qui étaient coupeurs de tête à une époque et ne le sont plus depuis qu'ils ont tous été évangélisés par une secte protestante. Mais ces gens portent encore des traces sur leur visage de tatouages symbolisant le nombre de têtes qu'ils ont coupées. Voilà, ça existe par exemple en Inde et on n'y pense pas. Et toi-même, tu portes une petite trace d'ailleurs entre les sourcils, je vois. Ça s'appelle la tika, non, il me semble, ou un mot comme ça. Hein. Ça veut dire quoi? C'est très joli, mais oui, alors ça a une signification. Ce que je porte aujourd'hui, c'est un bijou. C'est pour faire joli. Si c'était un point rouge, tout seul, un point rouge, ça signifierait que je suis mariée. Les femmes en Inde ne portent pas d'alliance, mais on leur offre en général des bracelets, alors en or, si la famille a les moyens, au moment du mariage, un Mangal Sutra, mais du moment que c'est d'une autre couleur que le rouge, c'est pour faire joli. Ça n'a aucune valeur, aucune connotation spirituelle. Tu nous as très peu parlé de la spiritualité en Inde. Il y a beaucoup de candidats au voyage qui vont rechercher cette spiritualité-là. Tout à fait. Et je l'ai assez rapidement découverte, en tout cas en mettant les pieds dans un ashram lors de mon tout premier séjour en Inde. La spiritualité, je dirais, elle existe par exemple par les ashrams en Inde, qui sont des petits oasis de calme, d'enseignement, dans ce pays de brouhaha, de pollution, de violence. Et ce sont des lieux, je dirais, de recentrage, plus en silence, où l'on part à la quête de soi, où l'on se donne un temps de calme, de méditation souvent, d'enseignement. Alors il existe différentes chapelles de l'hindouisme, du jaïnisme, du bouddhisme que l'on peut suivre. Mais voilà, ce sont des lieux où l'on s'encarte momentanément de la vie quotidienne, de la famille, du travail, pour aller se ressourcer, se recentrer et se retrouver face à soi. Qui suis-je? Et qu'est-ce que je fais le temps de cette vie sur Terre? Cela permet d'être confronté à ces questions existentielles, et soit par des enseignements, mais surtout par la méditation, par l'expérimentation personnelle, empirique, de trouver au fil du temps des réponses pour accéder, je dirais, à un bien-être, à une paix intérieure, un sens de la vie, permettre d'être davantage donc en paix, relié avec soi-même et donc mieux relié avec les autres et mieux relié avec l'univers. Et l'Inde, à cet égard, est vraiment dépositaire d'enseignement et de toute une pratique. Elle encourage les individus depuis des millénaires à s'engager dans ce cheminement. Et je pense que voilà, dans les années 70, elle a attiré beaucoup de candidats occidentaux qui sont venus en quête, en quête de cela et avec beaucoup de questionnements. Et encore aujourd'hui, je le crois. C'est là que commence ensuite le cheminement de chacun, à chacun de trouver ses réponses. Sa voie. Sa voie. Et si tu avais, avant qu'on se quitte, Karine, un dernier conseil à donner aux candidats au voyage, ce serait lequel? Un conseil essentiel? Un conseil essentiel. Pour voyager, je dirais en Inde, comme dans n'importe quel pays, prendre le temps de se renseigner sur le pays
où l'on va. Prendre le temps de lire les pages explicatives qui sont très bien faites dans tous les Lonely Planet, guides du routard et autres guides de voyage qui donnent des indications par rapport à ce, en anglais on dit les do et les don't, ce qui est à faire et à ne pas faire. C'est important de savoir que quand on quitte son pays, eh ben, on quitte aussi une partie de ses valeurs, de ses habitudes, de ses références, et qu'on accepte d'être délogé pour aller à la rencontre d'autres valeurs, d'autres références. Et c'est un superbe exercice très, très nourrissant et très intéressant parce que voilà, on quitte du su et du connu, de l'habitude, pour aller à la découverte du nouveau. Et le nouveau, eh ben, ça peut être plein de petits gestes auxquels prêter attention, tout comme on ne met pas les pieds sur la table en France, ici, chez nous, eh ben, on ne touche pas la tête d'un enfant en Inde. On ne mange pas avec la main gauche, puisque souvent on mange avec les mains. Il y a un certain nombre de choses à faire, à ne pas faire. On ne s'embrasse pas en public, parce qu'il y a vraiment une grande pudeur en Inde, surtout en ce qui concerne les relations hommes-femmes, très très pudiques dans la sphère publique. Sans doute beaucoup moins une fois que la porte de la chambre est fermée, mais ça on ne sait pas. Voilà, et puis se remettre en question et pourquoi pas faire un petit tour dans un ashram pour aller découvrir ses splendeurs et ses richesses intérieures qu'on a peut-être moins l'occasion de découvrir ici dans ce monde beaucoup plus matérialiste, beaucoup plus du faire à tout prix. Et voilà, ça peut être mon conseil, c'est d'être ouvert, curieux, émerveillé et pas trop dans le jugement. À partir du moment où on est interloqué, surpris, l'Inde est un pays de grande violence, de confrontation, de bruit, de pollution, de remue-ménage. Il y a des tensions dans ce pays, mais il y a aussi un charme extraordinaire. Comme je le disais tout à l'heure, des senteurs, des couleurs, des musiques, des danses. Je me sens pris au dépourvu tellement la diversité est grande. Et voilà, si on est curieux, ouvert à tout cela, c'est magique. On t'écouterait pendant des heures et des heures. Karine a parlé avec cet enthousiasme. C'est peut-être le temps de se quitter maintenant et de mettre fin à cet entretien. Donc je te propose qu'on se salue comme on s'est salué tout à l'heure, de la même façon, avec ce même respect profond. Namasté, Julien. Namasté, Karine. Mais j'aime beaucoup aussi le adab musulman, qui est plus comme ça, alors qu'il peut partir de la tête ou du cœur. Je le trouve très beau aussi. Merci.